Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre débat tous les 15 jours sur TLM. Au sommaire cette semaine, on va parler d'Emmanuel Macron. Quand ça veut pas, le financement de sa campagne à nouveau mis en cause. Cette fois, ce ne sont pas les liens d'entreprise d'événementiel avec Gérard Collomb qui sont visés, mais la métropole et la mairie directement. Une enquête est ouverte. Y a-t-il un risque de guerre civile entre l'ultra-droite et la communauté musulmane? La question déjà posée revient au cœur de l'actualité. Avec cette attaque manifestement déjouée, faut-il s'inquiéter des groupuscules identitaires à Lyon? Est-ce vraiment le berceau de l'extrême droite? On en débattra. Et puis Emmanuel Macron visite chez le pape, pas seul puisqu'il était accompagné de son ministre des cultes, Gérard Collomb, au Vatican, alors que le président souhaitait réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Beaucoup y voient surtout une entorse à la laïcité. À juste titre, on en parlera en fin d'émission. Cette semaine, c'est André Soulier qui est là, toujours avec Antoine Comte, rédacteur en chef de Tribune de Lyon, et Pierre Gandonnière, des Potins d'Angèle. Bonjour. 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 Décidément, des histoires de financement de campagne n'en finissent pas. Les enquêteurs se penchent cette fois sur le rôle des collectivités lyonnaises dans la campagne d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'une plainte contre X a été déposée par des élus de l'opposition à la ville de Lyon et à la métropole. Ils mettent en cause notamment une réception importante organisée à l'hôtel de ville et donc prise en charge par le contribuable lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron. C'était en juin 2016. Il était encore à ce moment-là ministre de l'économie de François Hollande. Très brièvement, pour revenir sur les faits, puisque vous y consacrez une partie de votre une cette semaine, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque cette soirée-là? Cette soirée-là bloque parce que... Alors, en fait, moi, pour résumer quand même l'affaire, moi, je trouve que le timing est très mauvais là, pour Gérard Collomb. Il a annoncé quand même il y a quelques jours qu'il allait lancer une association pour préparer 2020 et la métropole de demain. Et il y a cette affaire qui sort avec donc une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lyon, donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il y a... Alors on verra, hein, c'est qu'une enquête préliminaire, mais ils ouvrent quand même une enquête préliminaire, donc on va voir ce qui suit. Mais après, Gérard Collomb à l'époque était maire de Lyon et président de la métropole, et là c'est lui quand même qui est directement visé. Voilà, c'est Emmanuel Macron à travers Gérard Collomb, mais c'est vraiment Gérard Collomb qui est visé. Donc voilà, pour préparer cette campagne qui semblait être lancée, c'était un petit peu... voilà, la piste était ouverte pour Gérard Collomb. Là, ça fait quand même... Je pense que ça doit lui faire un petit peu mal quand même. Alors pour les deux élus qui ont porté plainte, Philippe Cochet et Stéphane Guillan, ils disent on n'accuse personne. D'ailleurs, c'est une plainte contre X, on ne nomme personne. Mais ils disent on veut des réponses, qu'on n'arrive pas à avoir des réponses. Notamment, ils essayaient de comparer, de voir si lorsqu'un ministre ou un Premier ministre était reçu comme ça en déplacement officiel, il avait les mêmes types de réceptions qui étaient organisées ou si vraiment c'était pharaonique pour Emmanuel Macron. Pourquoi ils n'ont pas de réponse? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas de réponse parce que les successeurs de Gérard Collomb sentent que le dossier est pourri, qu'ils n'ont pas envie d'y mettre les mains. Mais par contre, ils posent des bonnes questions. La première, c'est en effet qui était invité. Si c'est un ministre et que c'est le maire de Lyon qui reçoit un ministre, logiquement, il devrait y avoir des gens de l'opposition, des élus. Or là, il n'y avait pas du tout d'opposition ce soir-là. L'opposition dit qu'il n'y en avait pas, en tout cas pas invité en tant que tel, et donc ils veulent savoir en réalité qui a été invité. Est-ce qu'il s'agit, c'est ça la question, est-ce qu'il s'agit d'inviter des soutiens d'Emmanuel Macron, sachant qu'on est en juin 2016, mais qu'en avril, il a déjà lancé son mouvement En Marche, donc on n'a quand même pas beaucoup de doutes sur ses intentions. Est-ce qu'il s'agit de soutien, auquel cas ils n'ont rien à faire à la mairie, ou est-ce qu'il s'agit d'une visite d'un ministre dans une grande ville de France? Et à ce moment-là, il s'agit de montrer qu'en effet, il a été traité comme les autres ministres. C'est une bonne question. Derrière, il y en a une autre. Il y a que faisait le chef de cabinet de Gérard Collomb, Jean-Marie Gérier, qui a travaillé jusqu'au mois de décembre, à la fois pour la métropole et pour Emmanuel Macron. Ce qui est quand même une situation un petit peu paradoxale. Alors il dit, je faisais ça sur son temps libre. On ne savait pas que quelqu'un aussi haut niveau que ça pouvait avoir autant de temps libre pour faire 2 temps pleins. André Soulier, c'est vrai, cette absence de réponse, ce silence de la part des successeurs, que ce soit Georges Képénikian, que ce soit David Kimmelfeld. Est-ce qu'on peut y voir en quelque sorte un aveu de culpabilité déjà quand ils disent qu'il y a du pourri là-dedans? Si vous interrogez l'avocat s'esclaffe. Parce que si vous me mettez des principes comme ça, je vais vous mettre en prison la moitié de la France contre l'autre moitié. Très franchement, j'ai été désagréablement surpris par cette réunion parce que je n'ai pas été invité. Je n'étais pas un adversaire ni du maire de Lyon, ni potentiellement du ministre de l'économie qui deviendrait un jour candidat à la présidence de la République. J'ai regardé un peu, je n'ai pas la liste des invités, mais c'est le patronat, c'est le ministre de l'économie qui est là. C'est des chefs d'entreprise, c'est tout. Enfin, il n'y a pas eu un vrai débat politique. Il y a eu, d'après ce que je sais
simplement ceci. Alors, pour le reste, la procédure pénale, écoutez, je suis un spécialiste de l'enquête préliminaire, dans beaucoup de cas qui ne sont pas seulement politiques. À partir de là, on va entendre tranquillement les gens. On va demander effectivement aux administrations de donner quel était le coût de cette, de cette rencontre avec Macron. Je n'y crois pas un instant. Je vais vous citer... Mais sur la forme, pourquoi c'est fin de non-recevoir quand il demande de poser question ? Il est naturel qu'autour de celui qui est devenu ministre de l'Intérieur et qui est la divine surprise, j'emploie un mot de Maurras là qui est inapproprié, mais tout de même, Gérard Collomb devient ministre de l'Intérieur. Parfait. Ça bouge dans tous les sens. On sait bien qu'il va annoncer son retour à un moment donné pour essayer de conquérir la métropole. Mais j'observe que des fausses nouvelles circulent. J'en ai une, tiens, je vais vous dire. Je vais être le premier à la dénoncer. Je lis avec stupéfaction, pour des gens pour lesquels j'ai parfois souvent de la considération, c'est Mediapart, que M. Collomb aurait tellement favorisé M. Ginon en lui accordant le privilège d'avoir la concession des palais des congrès et autres installations. Vous savez qui est-ce qui l'a fait, ça ? Sur la demande de qui ? Sur le rapport de qui ? C'est Barre sur mon rapport. Et quand même, je trouve ça un peu singulier de coller ça sur les épaules de Collomb. Mais pour revenir, pourquoi ne pas répondre tout simplement à la question des je vous fais une réponse politique, là. Un peu. Non, mais attendez. Il y avait les Launes du Rhône. Il y a aussi parfois des marécages. Attendez, que les gens n'aient pas les mains blanches en politique, si vous avez les mains blanches, on vous les coupe. Antoine Comte, ce n'est pas la première mise en cause des financements de la campagne d'Emmanuel Macron, en lien plus ou moins avec Gérard Collomb. Il y en a aussi qui parlent de cette soirée de députés sur la péniche, la plateforme. Oui, absolument. Moi, pour revenir quand même... avec J.L. Evans aussi. Ouais, pour revenir à par rapport à ce que disait André Soulier... Je ne suis pas payé de ce que j'ai dit. J'imagine. Juste, quand même, là, il faut que la justice, en gros, dise est-ce que c'était un meeting ou pas, en fait, cette fameuse réunion de juin. Parce que moi, je me souviens, quand je suis sorti de ce truc, je me suis dit, ça y est, il est en campagne, c'est un meeting. Alors oui, il n'y avait pas ce qui se passe durant un meeting avec le public qui applaudit, tout ça. Mais son discours et sa façon de s'exprimer, c'était ça y est, je suis candidat, c'est parti, même s'il n'avait pas déclaré officiellement. Et je me rappelle très bien, le papier que j'ai fait en sortant sur Salade Lyonnaise, c'était Emmanuel Macron, le meeting surprise à l'Hôtel de Ville. Voilà. Donc il faut que la justice dise, maintenant qu'une enquête préliminaire est ouverte, est-ce qu'on a assisté à un meeting d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'était une rencontre avec le ministre de l'économie ? Sur le plan de l'événement, ce qui s'est passé ce jour-là, évidemment, on réécrit l'histoire rétrospectivement. À l'époque, on ne pouvait pas trop le savoir. Mais c'est bien parce que cette réunion à Lyon a drainé tous les milieux économiques et que tous se sont dit intéressés par le discours de Macron, qu'à un moment, il s'est dit il faut vraiment que j'y aille. Donc, s'il y a un point de départ dans sa campagne, il est là, il est à Lyon. Absolument. Ensuite, est-ce que la justice doit le réintégrer à ses comptes de campagne ? Elle verra, elle fera son boulot. Mais politiquement, c'est vrai que c'est là que ça a démarré, c'est clair. L'entourage... Attendez, est-ce qu'on peut dire quand même un truc ? C'est que toute la discussion sur les comptes de campagne et la façon dont ça se passe, franchement, il n'y a qu'un mot qui convient pour ça. Comme dirait Madame Morano, c'est le bordel. C'est le bordel. Juste une dernière question, Pierre, sur l'entourage de Gérard Collomb. Il évoque une manœuvre politicienne de la part des deux plaignants, puisque ce sont des élus de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi de leur part ? Quelle surprise. Évidemment qu'il y a des manœuvres politiciennes derrière ça, mais ce n'est pas la première fois qu'ils posent la question. Ils ont déjà posé la question à David Kimmelfeld et n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Bon, c'est vrai que si la ville de Lyon ou la métropole avait joué la transparence en disant voilà, on met tout sur la table, la liste des invités, etc., peut-être que l'affaire se serait étouffée ou peut-être qu'elle aurait prospéré. Mais là, ils ont pas joué le jeu. Et évidemment qu'il y a des arrière-pensées politiciennes. Et il y en a des deux côtés. On est en plein dans la préparation des municipales. Évidemment qu'on est en train de sortir des pièges pour essayer de faire tomber les uns les autres. C'est de bonne guerre, c'est l'opposition, donc forcément ils essayent. Je ne conteste pas non plus le droit de M. Guillan et de M. Cochet de poser des questions, même si ce sont des mauvaises questions parfois. On continuera de suivre cette affaire. Le second thème, c'est ce projet d'attentat contre des personnes de confession musulmane. 10 suspects ont été interpellés le week-end dernier, débusqués par les renseignements des individus liés à l'ultra-droite, une mouvance qu'on a parfois tendance à oublier, qui existe, pourtant on le voit.
On est ici à Lyon. Alors on dit souvent Lyon, capitale des identitaires. Antoine Comte, vous signez cette semaine, votre magazine présente une enquête justement pour savoir si Lyon est vraiment capitale des identitaires, de l'extrême droite, de l'ultra droite. Vous dites que non. Oui, en fait, moi je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de Lyon, capitale de l'extrême droite. C'est ce qu'en tout cas on explique dans ce dossier. Parce qu'en fait, on a eu des chiffres, notamment des renseignements généraux de la préfecture, qui nous disent clairement qu'il y a à peu près 250 excités à Lyon, les identitaires du Vieux-Lyon, de Saint-Georges. Ça veut dire quoi voilà, des gens qui sont de la mouvance identitaire et nationalistes. Mais connus pour leurs actes ou pour leur participation? Ce qui s'est passé avec le Bastion social, voilà, c'est des gens qui sont dans cette mouvance-là. Mais en fait, au niveau numérique, à Marseille, ils sont aussi nombreux, à Lille aussi. Donc voilà, il y a une espèce de focus mis sur Lyon, notamment par les médias nationaux, les médias parisiens, qui ont décidé que Lyon était la capitale de l'extrême droite, parce que Lyon, il faut bien qu'elle soit la capitale de quelque chose. Et voilà. Donc nous, ce qu'on essaye de démonter un petit peu, c'est que voilà, finalement, on en fait un petit peu trop. Alors, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais c'est un petit peu amplifié, quand même. Oui, parce que Pierre Cordonnier, quand même, il y a certains groupes connus, qui ont été connus, qui le sont toujours, des groupes identitaires qui sont à Lyon. On se souvient notamment que Manuel Valls avait voulu en faire officiellement interdire, il y était arrivé. Mais finalement, ces groupes, ils continuent à exister quand même, qu'on les interdise ou pas. Ils changent de nom et puis ils sont toujours là. Oui, on ne peut pas parler c'est vrai que Lyon, c'est la capitale de tout sauf de la France, mais on ne peut pas considérer que c'est une capitale de l'extrême droite. Par contre, c'est vraiment une base arrière. Et ce n'est pas simplement des identitaires qui ont des idées fumeuses. Dans les locaux, notamment de la Traboule, il y a un endroit où ils s'entraînent au combat de rue, avec des armes, etc. Donc on a affaire à des gens qui sont des activistes, et des activistes du combat de rue pour un certain nombre d'entre eux. On peut quand même être légitimement inquiet. Il y a eu l'horloger de Saint-Paul qui s'est fait agresser. Il y a des gens dans le quartier de Saint-Jean qui commencent à avoir peur parce qu'ils sèment un peu la terreur dans le quartier. Il y a de quoi être inquiet, quel que soit leur nombre. Et il y a de quoi être inquiet surtout parce qu'ils sont en train d'arriver à un moment où ils commencent à regarder quelles actions violentes ils peuvent mener. Et de l'autre côté, chez les anarchistes des Black Blocs, il y a aussi des activistes qui sont en train d'entrer dans une sorte de guérilla, on ne sait pas trop bien quoi. Ça, quand même, cette montée de la violence dans les milieux politiques extrêmes, ça a de quoi inquiéter. Et ça a de quoi inquiéter concernant l'extrême droite, parce que l'arrivée de l'école de Marion Maréchal, ça va probablement faire un focus supplémentaire sur la ville. Oui, il faut être très prudent, c'est sûr. André Soulier, c'est vrai que quand on fait le lien aussi avec l'école de Marion Maréchal, mais pas seulement, c'est une réalité, c'est des groupes qui peuvent être dangereux, qui représentent une vraie menace, ou il y a une part de fantasme quand même? Il y a une part de fantasme sans doute, mais tout de même, notre histoire lyonnaise depuis le 19e siècle enseigne que c'est une place forte. Pourquoi? Parce qu'on y vient de tout, du sud, du nord, de l'est. Lyon est aussi situé sur un vaste corridor. Et que c'est extrêmement, tout à fait simple. Pendant la guerre entre 34 et 40, et ensuite pendant la guerre de 40-45, franchement ici, Lyon, capitale de la résistance, moi j'ai souvent sauté sur mes pieds en disant aussi capitale de l'occupation, et dans des conditions terribles. Je ne parle pas seulement de Barbie. Et il y a beaucoup de gens qui ont conservé, mais aujourd'hui les hommes disparaissent, mais ils ont des enfants et des petits-enfants. Le noyau existe. Maintenant, est-il à ce point cristallisé? Ça dit quand même quelque chose de la situation sous-jacente de la société française et les courants qui la traversent et qui peuvent un jour dériver dans l'atmosphère dite populiste qui est décrite politiquement. On a un peu l'impression que personne ne tient littéralement le volant. Je ne suis pas en train de parler du président de la République. Antoine Comte, justement, quel rôle joue le politique dans tout ça? Est-ce qu'on peut y voir un lien? Est-ce que, par exemple, on peut se dire que les défaites du FN, finalement, poussent ces électeurs à se radicaliser, ces militants à se radicaliser, à passer par d'autres moyens que le vote, puisque c'est voué à l'échec, en tout cas jusqu'à là? Forcément, on a vu des gens qui étaient déçus du Front National et qui ont tendance à se radicaliser. C'est Rébène... c'est les gens du Bastion social, oui, c'est des mouvements comme ça qu'on connaît à Lyon. Après, il faut voir ce qu'on appelle l'extrême droite aussi.
Est-ce que extrême droite pure et dure, on parle des identitaires, ceux du Vieux-Lyon, ou est-ce qu'on parle aussi du Front National? Est-ce qu'on met l'école de Marion Maréchal Le Pen dedans? Quand le FN change de nom, entérine son nouveau nom, ça se passe à Lyon aussi. Quand ils font un congrès, c'est très souvent à Lyon. Donc voilà, il y a un lien justement? Eux, ils disent que non. Moi, je sais qu'il y a des passerelles quand même entre le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant, Marion Maréchal Le Pen et ces gens-là du Vieux-Lyon, bien évidemment. Enfin, c'est la même famille. Même s'ils ont beau le dénoncer et dire que non, parce qu'il faut être politiquement correct, on est un parti qui est sorti de tout ça, c'est pas vrai du tout. Voilà. Et après, il y a quelque chose d'extrêmement important aussi pour l'avenir de ces mouvements-là. Il y a un procès d'Alexandre Gabriac le 4 juillet prochain à Lyon. Alexandre Gabriac, l'ancien des jeunesses nationalistes, qui était hyper influent à l'époque, et son mouvement avait été dissous par Manuel Valls en 2013. Si jamais il n'est pas condamné, ça veut dire qu'il pourra revenir dans le jeu. Et donc là, il y a aussi une possibilité pour eux de se rassembler. Il y a l'école de Marion Maréchal Le Pen, il y aurait Gabriac qui reviendrait dans la course, ces gens-là du Vieux-Lyon. Monsieur Benedetti de l'œuvre française, donc ça fait beaucoup. Alors par contre, si la justice condamne assez sévèrement le 4 juillet prochain ces gens-là, forcément ça va leur faire mal, là, ça va leur faire un coup. Pierre Gandonnière, il y a quelque chose qui se prépare comme ça entre tous ces groupes, plus ou moins extrêmes, plus ou moins radicaux, parfois politiques, parfois moins? On ne sait pas si à Lyon, il se préparait des actions de type de celles qui ont été arrêtées là. On n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans les manifestations, il y a en effet des tensions. Les manifestations de l'extrême droite, on voit que quand il y a ces manifestations-là, les manifestants sont armés. Ils ne sont pas armés de Kalachnikov, mais ils sont armés par exemple de poings américains, ils sont armés de parapluies de combat. Donc c'est pas simplement des manifestations pacifistes. Et il y a lieu d'être extrêmement vigilant parce que les tensions sont très fortes entre eux qui ont envie de casser du rouge et puis des militants d'extrême gauche qui ont envie aussi de se faire les identitaires. Ça peut dériver très vite vers une espèce de guérilla urbaine. Il y a déjà des frictions qui sont faites et je pense que la police est certainement en train de les surveiller. À mon avis, les pouvoirs publics, notamment du côté de la mairie, devraient pas simplement être vigilants, mais essayer d'être un peu plus proactifs. Justement, André Soulier, un dernier mot là-dessus. C'est vrai que la réponse de la police, quand on dit, quand on dit 250 individus, au final, c'est pas grand-chose. Pourquoi on n'arrive pas à les neutraliser en quelque sorte? Vous avez la possibilité d'interroger demain soir le ministre de l'Intérieur, il sera à Lyon. C'est lui le patron. C'est dans sa ville. C'est celle où il dit « je vais revenir ». Et je vais revenir en fanfare, naturellement, pour essayer mais peut-être il y a peut-être une volonté de les laisser prospérer dans leur coin. Non, mais quand même, si quelqu'un doit nettoyer cette écurie d'Augias, c'est d'abord le patron, le premier des flics, comme aurait dit Clémenceau. Allez, dernier thème de cette émission, on va partir au Vatican, puisque Gérard Collomb y était cette semaine en voyage. Il accompagne Emmanuel Macron pour y rencontrer le pape. Une visite à haut risque, tant le sujet est tendu dans la société quand même. Ne surtout pas y voir une entorse à la laïcité, alors que le président a également reçu son titre de chanoine. Ça, c'est plus traditionnel dans la basilique de Saint-Jean de Latran. On se souvient que son prédécesseur, lui, ne l'avait pas reçu. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas laïque, contrairement à François Hollande? Moi, ça, je n'en sais rien. D'abord, le fait que un président de la République soit laïque, il a le droit d'être, enfin, il a le devoir d'être laïque. Il a le droit d'être chrétien, catholique ou protestant. Il a le droit d'être musulman, s'il est français. Il a donc le droit d'avoir une religion. Chacun d'entre nous se fait sa propre opinion de ce point de vue. Simplement, je crois qu'il faut qu'il fasse très attention à ne pas sortir des rails. Pourquoi il le fait? Mais parce que j'entendais des éditorialistes dire « il ne faut jamais oublier que si l'Autriche est dans cette situation, les Ottomans ont été arrêtés aux portes de Vienne ». Enfin, maintenant, on le dit au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, et un vrai problème qu'il faut savoir affronter, c'est la situation des églises dans ce pays. La loi de 1905 est admirable. Si jamais il y a un dérapage, je n'aime pas toujours ce qui se fait et je pense que le président Macron, de ce point de vue, est angélique au mauvais sens du terme. Je crois qu'il faut qu'il prenne garde. Mais ça, c'est parce que... Et pourtant, je suis chrétien parce que j'ai été baptisé. Voilà, on va le dire sur la table. Mais je n'en fais pas une arme de combat contre qui que ce soit. Si le président de la République sort de cette nécessaire neutralité,
alors les mauvais jours vont arriver. Antoine Comte, on se souvient que le chef de l'État avait également tenu un discours devant les évêques de France où il avait appelé à réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Forcément, on met ça en perspective, ces mots qu'il a prononcés avant sa première visite officielle au pape. Est-ce que ça peut poser problème ? C'est vrai que ça avait beaucoup choqué parce que le lien abîmé entre l'Église et l'État, normalement, il y a une loi de séparation de l'Église et l'État, donc il ne peut pas avoir de lien. Quand on est en République, on est président de la République, on est laïque, voilà. Après, je pense que c'est plus une maladresse. Je pense qu'il l'a mal exprimé. Alors, il a sans doute aussi voulu faire passer un message, mais je pense qu'il l'a mal exprimé. D'ailleurs, on ne l'entend plus prononcer cette phrase-là, on ne l'entend plus vraiment s'exprimer comme ça. Ce qui s'est passé au Vatican avec le pape, ça a été finalement assez classique. Hein. Il l'a rencontré. Comme il s'est passé ce qui s'est passé comme avec les autres présidents de la République, sauf François Hollande en effet, et François Mitterrand aussi qui avait refusé. Donc voilà, moi je pense qu'il y a eu aussi là aussi beaucoup de fantasmes, beaucoup de polémiques un peu pour rien. Je pense qu'Emmanuel Macron est un président de la République intelligent et qu'il sait très bien qu'il faut qu'il reste laïque et qu'il ne faut pas qu'il parte là-dedans, sinon ça va être très très compliqué. Pierre Grandonnière, on parle de ce sujet notamment parce qu'avec le président de la République, il y avait Gérard Collomb, alors en sa qualité de ministre des cultes. Et on sait aussi que si on fait le parallèle avec Lyon, Gérard Collomb a aussi toujours entretenu des liens étroits avec les représentants religieux et notamment le cardinal Barbarin ici à Lyon. Oui, il y a le dérapage d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas d'accord du tout pour dire qu'il est resté dans les limites de la laïcité. Pour moi, il est complètement sorti de ça. D'abord, il n'y a pas que François Hollande et François Mitterrand, il y a aussi Georges Pompidou qui a refusé ce titre. Donc, ce n'est pas seulement la gauche, c'est la gauche et la droite. Il est sorti de ce cadre-là parce qu'il est allé quasiment se faire adouber par le pape. Il a tenu des discours dans lesquels il reconnaît la prééminence de la pensée des religions dans la politique, mais de quoi on parle? C'est quelque chose de complètement effarant. Et quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que selon le principe d'égalité qui est celui de notre République, tout ce qu'on accorde à certains, par exemple l'Église catholique, il faut l'accorder à tous les autres. Est-ce que Emmanuel Macron est prêt à faire le même voyage à la Mecque, par exemple? Ou est-ce qu'il est prêt à le faire en terre d'Israël dans les mêmes conditions? S'il le fait, alors oui, il respecte la laïcité, c'est-à-dire l'égalité. S'il ne le fait pas, il privilégie une religion au détriment des autres. Et donc, il rompt ce pacte républicain. C'est quelque chose qui est très inquiétant. Et c'est pas simplement notre République, c'est pas simplement la loi de 1905, contrairement à ce que les gens croient. Les rois de France se sont battus pendant des siècles contre le pape, pour ne pas dépendre du pape, parce que le pape voulait leur dicter la politique qu'il souhaitait. Il y a eu des guerres, le pape avait une armée. C'est l'histoire de France à travers les siècles, cette émancipation par rapport au pouvoir religieux. C'est pas simplement la République, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et commencer à jouer avec ça pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des raisons électoralistes, il y en a probablement de plus profondes. C'est-à-dire, Gérard Collomb, par exemple, il a dérivé tout doucement vers l'Église catholique, et probablement que Caroline Collomb n'y est pas pour rien, puisqu'elle est considérée comme un poisson rose, c'est-à-dire comme une espèce de, on va dire, interlocuteur privilégié de l'Église dans le monde politique. Et ben, on l'a vu dériver petit à petit. Et il y a aussi l'histoire du vœu des échevins. Certains maires ont refusé de le faire, et ça serait pas mal de considérer que tradition, ben dans la tradition française, il y a un truc qui s'appelle la Révolution française, ça compte quand même un peu aussi. C'est ce que j'allais dire, je voulais parler du vœu des échevins aussi. C'est vrai que ça peut choquer que chaque année, le maire de la ville, ou en tout cas le représentant des collectivités locales soit présent au vœu des échevins. Alors il faut être présent, comme disait Pierre, aussi pour les musulmans, pour les juifs, enfin pour tout le monde. Je pense qu'il le fait, hein. Il va à la mosquée en général, mais c'est pas aussi mis en avant que le vœu des échevins. Le vœu des échevins, c'est la tradition. Alors après, c'est en lien avec la tradition de la ville lyonnaise, qui est quand même catholique. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que les relations de Gérard Collomb sont telles avec les catholiques lyonnais que sur, par exemple, une affaire, je parle devant André Soulier, mais sur une affaire comme l'affaire Barbarin, il a absolument pas condamné ce qui s'est passé. Enfin, c'était quand même incroyable cette affaire, ce qui s'est, enfin, il y a eu des actes de pédophilie. Voilà, il y a eu quand même un vrai scandale dans l'Église. Et Gérard Collomb, c'est pour ça que je dis ça devant lui, mais Gérard Collomb aurait dû, justement, en tant que républicain, dire quelque chose. Manuel Valls avait dit quelque chose, par exemple. Non, précisément. Alors, si vous voulez, moi je suis effectivement un laïc organisé et constant,
tempérant pour comprendre les autres, le maire de Lyon n'a pas à se substituer au juge. Et aujourd'hui, je voudrais rappeler que le cardinal Barbarin a fait l'objet d'un classement sans suite. Nous allons plaider au mois de janvier de l'année prochaine. Et par conséquent, j'espère bien que tout le monde va être débouté dans ces procédures insolites sur le plan judiciaire. Ouais, on va pas faire... Soit il ne condamne pas ou il ne dit rien. Attendez, je suis ami intime du grand rabbin de France. Quand je le vois à Paris, il me dit « Mais embrasse mon frère Philippe ». C'est le catholique qui embrasse le juif, mais parce que le catholique est venu des juifs. Vous savez qui est-ce qui est mort et s'est suicidé dans le Rhône à quelques kilomètres d'ici? Ponce Pilate. Voilà. Alors on va s'en laver les mains. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On aura l'occasion de poursuivre ces débats. Je rappelle la une de Tribune de Lyon cette semaine, c'est sur l'extrême droite à Lyon. Et Baudin d'Angèle qui nous parle de beaucoup de choses, notamment de la réforme de l'audiovisuel avec les propositions d'Emmanuel Hamelin. Très bonne semaine à vous sur TLM.